honorables invités, chères consoeurs, chers confrères, chers collègues, chers amis, je vous invite à prendre place pour la très belle conférence qui nous est proposée par le professeur Ahmed Youssef à propos du canal de Suez, légende d'hier et géopolitique d'aujourd'hui. Je me réjouis tout particulièrement de cette conférence parce que moi-même j'ai un intérêt affirmé pour l'histoire du canal de Suez, pour l'avoir abordé sous l'angle technique et financier du point de vue historique, et puis avoir dirigé une thèse de doctorat sur les débuts de la compagnie du canal de Suez, la thèse de Caroline Piquet, que peut-être vous avez rencontrée, qui est, en tout cas, me semble-t-il, est venue vous interviewer à ce propos. Voilà. Je crois que notre président est arrivé, mais sa place est encore toute chaude, donc j'invite notre président à prendre sa place. Je vous prie de m'excuser pour ce très léger retard. Sans davantage tarder, je vous passe la parole pour cette communication sur le canal de Suez, légende d'hier et géopolitique d'aujourd'hui. Et je vous écoute avec attention. Monsieur le Président, Monsieur Depernon, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Dominique Barjot, merci beaucoup de m'avoir donné cette occasion de parler devant votre auguste institution. Ambassadeur André Parent, votre place, elle est là. Permettez-moi d'abord de remercier quelques amis ici présents de leur présence. D'abord, M. Yves Treillat, le grand journaliste du Figaro, mais surtout un ami de très longue date. C'est lui qui est l'initiateur de cette belle rencontre. Merci, Monsieur l'ambassadeur Jean-Claude Richard, au Club des Amis Corses de Paris, le président Jean-Félix, mon ami Nicolas Ognot et Vincent Bardini, qui m'ont gâté en Corse il y a quelques semaines dans une belle tournée conférence et signature. C'est curieux parce qu'il y a des gens présents ici, leurs places sont devant, ils sont assis derrière. Mais bon, vous craignez la lumière, vous allez souffrir beaucoup, parce que je ne parle pas beaucoup assez fort, mais bon. Le sujet d'aujourd'hui est un sujet intéressant dans la mesure où il lie d'une façon incroyable le passé au présent. Je vais bien évidemment parler de Bonaparte et le canal de Suez, mais avant, je voudrais d'abord revenir sur cette histoire, ce que Victor Hugo appelle l'amnésie géographique. L'amnésie géographique, c'est si vous regardez la carte du monde, et vous voyez très bien ce que le grand voyageur marocain
du XIIe siècle, il s'appelait Al-Idrisi, que vous connaissez peut-être, et qui était un ami du roi normand Jean II de Sicile. D'ailleurs, il est mort à Palermo. Al-Idrisi a fait le tour du monde, du vieux monde, et il nous a laissé dans son livre que vous trouvez à la Bibliothèque nationale cette carte du monde où on voit très bien que le vieux monde est coupé en 3 morceaux complètement séparés, c'est-à-dire l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Et que ce que Victor Hugo appelle l'amnésie géographique, c'est justement cette rupture géographique terrestre qui coupe le monde ancien en 3 parties éloignées les unes des autres. Et ce qui est intéressant, c'est que chez l'homme, depuis la nuit des temps, il y avait une recherche de corriger cette mauvaise articulation du monde ancien par le commerce. Donc les Chinois ont trouvé le remède magique dans leur route de la soie. Donc un remède terrestre. Alors que les Européens, eux, leur remède était plutôt maritime, naval. Chacun donc avait sa méthode d'aller vers l'autre par le commerce, la terre et la mer. Et quand on regarde d'abord l'autre carte, comment le commerce donc se faisait avant le canal de Suez? Regardez bien, c'est une histoire très drôle, mais à peine croyable. En fait, les navires arrivaient de l'Europe pour aller en Asie. Eh bien, les navires arrivaient à Alexandrie dans des dates précises et des caravanes attendaient à Alexandrie. Venez, Altesse, venez, je vous en prie, la princesse Yasmine Noura. Venez, je vous en prie. Mais là, je sais que vous allez partir rapidement. Merci d'être venu. Quand même, je vous en prie. Et que, donc, les marchandises arrivaient à Alexandrie et là attendaient des caravanes. Et quand je dis des caravanes, ce n'est pas les caravanes qu'on voit dans des dessins animés d'Ali Baba. Non, c'était 200, 300 et parfois 1000 chameaux qui portaient les marchandises et traversaient le désert jusqu'à Suez, sur la mer Rouge, comme vous voyez, et de là attendaient d'autres bateaux qui amenaient les marchandises vers l'Inde et la Chine, essentiellement l'Inde et la Chine. Cette histoire me fascinait. J'ai trouvé à la Bibliothèque nationale du Caire les dates, les plans de départ des caravanes d'Alexandrie vers Suez. Tout était programmé et très bien programmé, à tel point que si les marchandises n'arrivaient pas à la date précise, eh bien les caravanes partaient sans les marchandises qui arrivaient donc à Alexandrie. Et après, bien sûr, qui menait le commerce là? C'était 2 puissances. C'était d'abord les Mamelouks d'Égypte, depuis la croisade de Saint-Louis de 1248-1250, et la République de Venise. C'est un détail très important, parce qu'en fait, les bateaux qui portaient des marchandises, alors des marchandises françaises, comme vous voulez, françaises, espagnoles, portugaises, comme vous voulez, donc les Vénitiens le portaient jusqu'à Alexandrie, et d'autres bateaux vénitiens attendaient à Suez pour continuer donc le voyage jusqu'en Inde. Donc, l'Égypte des Mamelouks avec les Vénitiens étaient là très complices.
Et moi, je ne crois pas ceux qui disaient que l'Égypte des Mamelouks était un pays appauvri. Et c'est tout le contraire. C'était un pays très riche grâce à ce commerce. Regardons pour vous donner juste la preuve que l'Égypte de l'époque était un pays très riche grâce à ce commerce. Alexandrie-Suez, mené avec les Vénitiens. Regardons les monuments du Caire de l'époque mamelouk. Vous savez, le vieux Caire aujourd'hui, c'est l'époque mamelouk. Les grandes mosquées, les caravansérails, les médrassas, les grands sabils, les fontaines, c'est des mamelouks. Je vous donne juste une image pour vous voyez à quel point c'était grâce à ce commerce Alexandrie-Suez, l'Égypte était riche. On est donc au temps du grand sultan Al-Ghuri. Al-Ghuri, c'est le dernier sultan mamelouka. Et lui, donc, il a pris le pouvoir en 1501. Il est mort en 1516 dans son ultime combat contre les Ottomans qu'il a perdu. Il avait 82 ans. Alors, Al-Ghuri, vous avez au Caire. Pour vous donner une idée sur la richesse du pays, vous avez au Caire. D'abord ça, on l'appelle wikala, retenez bien le terme arabe, wikala, et ce qu'on dit dans les langues européennes, caravansérail. Qu'est-ce que c'est? C'était la maison où les commerçants qui venaient avec les marchandises d'Alexandrie pour aller à Suez, ils faisaient halte au Caire, parce que le grand souk était au Caire. Là, on vendait bien la marchandise. Et bien là, en bas, il y avait les dépôts des marchandises. Premier étage. Attention, c'était des tours à l'époque. 4 étages, c'est des tours. Comme une tour aujourd'hui de 50 ou 100 étages. Premier étage, il y avait les consuls européens qui habitaient le Caire ou Alexandrie. Et après, 3e étage, vous voyez très bien qu'il y avait les bureaux. 4e étage, vous voyez bien qu'il y a des boucheries. Vous voyez ces persiennes-là où les femmes à l'intérieur sont invisibles par ceux qui sont à l'extérieur. C'est-à-dire les femmes, on mettait les femmes au dernier étage. Ça, c'est un seul caravansérail de Sultan Al-Ghuri. Il y en a 3 d'autres. Mais ça, c'est le seul sultan Al-Ghuri. Les autres sultans précédents avaient eux aussi leur propre caravansérail. Et cela pour vous donner une idée sur la richesse de l'Égypte mamelouk grâce à ce commerce Alexandrie-Suez. Mais j'ai dit que, bien sûr, ce sont les Vénitiens qui menaient la danse. Et d'une complicité incroyable avec les sultans musulmans mamelouks. À tel point que pendant les croisades, les papes et les grands muftis décrétaient des fatwas et des bulles interdisant le commerce entre les musulmans et les chrétiens croisés. Or, Venise continuait à faire son commerce avec Alexandrie. C'est pour vous donner une idée, j'ai appelé ça, moi, le triomphe de la religion du commerce sur le commerce de religion. Mais là, donc c'est des Vénitiens qui menaient la danse, et là il y avait une petite jalousie d'abord d'intérêt, de commerce, de la part des 2 puissances maritimes de l'époque. C'était ni l'Angleterre ni la France, les Portugais, les Hollandais, les Espagnols. Eh bien mes chers amis, cela va mener, je vais être rapide, à cette magnifique découverte de Vasco da Gama du Cap de Bonne-Espérance. Da Gama a découvert en 1497 cette route que vous connaissez bien et qui s'appelle le Cap de Bonne-Espérance. Donc on pourrait facilement, au lieu de faire Alexandrie-Suez, contourner le continent africain pour aller jusqu'à Mumbai et jusqu'à Shanghai. Problème. Bien sûr, c'était un coup énorme contre le commerce vénitien mamelouk. Une grande bataille maritime complètement oubliée dans les annales d'aujourd'hui qui a eu lieu à Diu, en face de l'Inde d'aujourd'hui, entre la flotte mamelouk et la flotte portugaise. Pour vous dire à quel point
on est arrivé donc à la confrontation armée. Bien sûr, la flotte mamelouk était aidée par les Vénitiens. Les Portugais ont gagné cette guerre jusqu'à donc la bataille a eu lieu en 1509, donc 4 ans après. Et là, évidemment, de l'empire mamelouk. Quand on perd la puissance financière, eh bien, on perd tout après. Et les Ottomans ont occupé l'Égypte quelques années plus tard, en 1516. On va revenir à cette carte après. Ce qui est important, c'est que bien sûr les Hollandais, les Portugais ont conquis des îles en Asie, mais surtout c'est l'Angleterre qui a réussi, à partir de cette découverte du Cap de Bonne-Espérance, ça va t'intéresser, le Cap de Bonne-Espérance, à découvrir une île en Atlantique Sud qui s'appelait Sainte-Hélène. L'île que vous connaissez et qui va recevoir en 1815 notre héros national, à nous, quand je dis à nous, ça veut dire en France et en Égypte. Même si cela ne plaît pas beaucoup à mes compatriotes. Et donc l'Angleterre a construit son empire en Inde grâce à cette découverte de Vasco da Gama de 1497. Mais cela va nous amener tout droit à la campagne d'Égypte. Pourquoi? Parce que la France révolutionnaire a réussi à battre tous les royaumes d'Europe coalisés contre elle, sauf l'Angleterre. Et c'est à partir d'un constat politique et militaire que la France ne pourra pas ni faire le blocus de l'Angleterre, ni de l'envahir. Il fallait donc chercher un autre moyen pour vraiment frapper l'Angleterre dans son économie, dans son prestige et surtout dans son commerce mondial. Et c'est là que Talleyrand a eu l'idée, mais il a eu l'idée par un circuit qui mérite une conférence à part. Talleyrand a eu l'idée de cette campagne d'Égypte. Ça veut dire couper la route des Indes aux Anglais. Parce que si vous regardez bien, ah non. Si. Oui, un détail que j'ai oublié. Et donc, cette histoire de Cap de Bonne-Espérance a inspiré aux Vénitiens la toute première idée, mes chers amis, de relier les deux mers. On n'appelait pas le canal de Suez encore. Hein. Relier les deux mers, la Méditerranée et la mer Rouge. Regardez là, malheureusement, le tableau que nous avons aujourd'hui à Paris, je vais vous raconter ça. Le tableau d'un certain Giulio Carlini, 1869, montre bien ici que la délégation vénitienne, proposant au sultan de Gouri, dont je vais te parler, hein, l'idée, quand on regarde bien la carte, elle lui montre bien que l'espace entre les deux mers, la mer Rouge et la Méditerranée, pour percer un canal reliant les deux mers, histoire de casser l'itinéraire du Cap de Bonne-Espérance. Donc là, cette délégation était arrivée au Caire en 1510, et j'ai la mémoire d'Idoge de l'époque, et qui raconte cette histoire. Cette histoire de relier les deux mers va rester bien dans l'imaginaire politique européen, et notamment français, longtemps. Je reviens. Non. Qu'est-ce que c'est ça? Voilà. Donc, je reviens donc à cette histoire de relier les deux mers. Puisque les Vénitiens ont proposé ça à l'Égypte, eh bien, Talleyrand va tomber sur un
un étrange projet du philosophe Leibniz. Leibniz est arrivé à Paris en 1775 dans le but de détourner l'attention de Louis XIV de sa conquête de la Hollande. J'ai le texte que j'ai publié pour la première fois en France, en français, en 1998, que vous pouvez trouver là. Ce livre, c'était ma thèse de doctorat. Hein. Là, vraiment, c'était un monde. Vous voyez en bas, avec Consilium Aegyptiacum, le texte inédit de Leibniz présenté à Louis XIV. Et, eh bien, dans ce texte, il propose à Louis XIV de conquérir l'Égypte. Il lui disait, si la France est la Chine de l'Europe, l'Égypte est la Hollande de l'Orient. Et que si vous percez un canal reliant, lui il disait, le Nil à la mer Rouge, c'est pas grave, c'est un petit détail, eh bien vous allez avoir le monopole sur le commerce de l'Orient et vous allez avoir le monopole de la protection des lieux saints de la chrétienté à Jérusalem. La réponse de Louis XIV, c'était Monsieur Leibniz, la conquête de l'Égypte n'est plus à la mode depuis sa nuit. Il a conquis la Hollande, vous connaissez l'histoire. Là où c'est intéressant, le directoire qui se trouve à Paris en 1797, avec ce général qui avait à peine 28 ans, conquérant de l'Italie, ambitieux. Et avec Talleyrand, on ne savait pas quoi faire avec ce général. Eh bien, Talleyrand sort des tiroirs des archives maritimes le projet de Leibniz et le projet des Vénitiens. Et là, il propose au directoire de former une armée, une armada, pour aller conquérir l'Égypte et couper la route des Indes directement aux Anglais. Avec l'ordre, c'était le premier ordre, donné à Bonaparte de percer un canal reliant les deux mers. Le 24 décembre, à l'aube, 1798, ça faisait 6 mois que Bonaparte était en Égypte, il n'avait pas encore complètement pacifié le pays, et le voilà, il est parti avec Eugène de Beauharnais, cher ami, pour inspecter la région où était prévu de percer le canal entre les deux mers, le canal des deux mers. Le problème, c'est que Bonaparte n'avait pas vraiment une chance. Il avait un ingénieur avec lui qui s'appelait le père. Le père a fait ses inspections, ses examens topographiques. Il a fait un rapport à Bonaparte, comme quoi, malheureusement, on ne peut pas percer un canal reliant les deux mers parce que le niveau de la mer Rouge était plus haut que la Méditerranée. Et si, général, disait-il, si on creuse un canal ici, on risque d'inonder toute l'Égypte. Très déçu, Bonaparte était rentré au Caire. Il a fait un rapport que j'ai au directoire. Et dans le rapport, 12 pages, il raconte au directoire que c'est impossible de percer un canal ici. Et qu'il racontait aussi qu'au lieu de percer un canal, je vais prendre contact avec les princes de l'islam. Ah! Et dans la correspondance de Bonaparte en Égypte, que j'ai eu l'honneur de traduire vers la langue arabe en 2015 pour l'Institut d'Égypte, 3000 pages quand même, 8000 ordres militaires, Bonaparte raconte qu'après le désastre naval d'Aboukir, 1er août 1798, eh bien Bonaparte se trouvait seul, prisonnier de sa conquête en Égypte. Eh bien, il écrit au shérif de la Mecque, Ghalib Ben Moussaïd, il écrit au sultan de Mascate, au sultan de Marrakech, au bey d'Alger, au bey de Tunis, au sultan de Darfour. Et nous avons dans la correspondance toutes ces lettres envoyées par Bonaparte. Et là, vous découvrez que le grand général était là, en Égypte,
en train de devenir, de chercher, comment dirais-je, l'empereur, le futur empereur en lui. Devant la défaite d'Aboukir, il est prisonnier de sa conquête, eh bien il commence à préparer le terrain diplomatique avec toute la région. Les lettres envoyées au shérif de la Mecque sont des bijoux stratégiques et des leçons pour ceux qui cherchent à apprendre des choses. Eh bien, mais heureusement, il est rentré au mois d'août en France, pour d'autres raisons que vous connaissez probablement. Et avant de rentrer, il y avait deux détails de taille. La première, c'est que pendant que lui menait la guerre d'Aboukir, une bataille terrestre, où le prince Murat, Altesse, a eu le courage de mener des charges héroïques, et Bonaparte a gagné cette bataille contre les Ottomans grâce vraiment au général, pour le moment c'est un général, donc Murat. Mais pendant cette bataille, à quelques d'Aboukir, donc à 30 km d'Alexandrie, 10 km un peu plus loin sur la côte méditerranéenne, une petite ville qui s'appelait Rosette. Un autre héros de l'expédition d'Égypte, un certain François-Xavier Bouchard, a découvert la pierre de Rosette. Vous trouvez ça dans mon livre, Le capitaine Bouchard, c'est un connu qui a découvert la pierre de Rosette. L'unique biographie de Bouchard. Parce que quand on dit la pierre de Rosette, c'est tout de suite Champollion. Et on oublie le malheureux Bouchard, qui est donc a découvert, pas seulement a découvert, pas seulement a découvert, il a gardé la pierre, il l'a amenée à l'Institut d'Égypte, au Caire, et pendant le trajet, il a fait une copie, il dessinait les inscriptions. Ça fait 10 jours dans le Nil, entre la Rosette et le Caire. Et c'est cette copie qui va servir à Champollion, plus tard, de déchiffrer les hiéroglyphes. Parce que Champollion n'a jamais vu de son vivant la pierre de Rosette. Jamais. C'est ça, voyez comment l'histoire est faite. C'est cette copie que Bouchard, qui va être oublié de l'histoire, complètement. Il a trouvé la pierre de Rosette, il l'a sauvée, il l'a amenée à l'Institut d'Égypte, il l'a dessiné les inscriptions, et il va être oublié de l'histoire. On va mettre la lumière sur Champollion, mais il y avait des raisons politiques derrière, et ce n'est pas le moment de parler de ça. D'oublier Bouchard. Bon, alors, après, à son retour à Paris, Bonaparte, vous savez qu'il a amené avec lui des savants. Pourquoi des savants dans une conquête militaire? Depuis quand, là? On conquit le pays avec des canons, avec des généraux valeureux, courageux, chanceux, comme il aimait dire. Mais pourquoi les élimas? Enfin, pourquoi les savants? Parce que simplement, il y avait chez lui le projet d'aller vers les traces d'Alexandre le Grand. Il en parle dans sa correspondance. Et aller vers l'Asie, mes chers amis, attention. On va là, petit à petit aller vers l'actualité. Bonaparte avait le projet d'aller sur les traces d'Alexandre le Grand et conquérir l'Asie, ça veut dire l'Inde et la Chine. Dans la correspondance dont je vais te parler, il y a une correspondance avec un certain Tipu Sahib, qui était un grand prince musulman en Inde. Encore, je suis désolé, c'est une autre histoire. Je dois être limité au sujet de cette rencontre, le canal de Suez. Mais pour vous parler de ce projet asiatique, et le projet du canal de Suez n'était qu'un moyen, un outil, pour avoir la clé de l'Asie. Avoir la clé de la mer Rouge, mes chers amis. Quand je vois dans une de ses lettres, il demande au gouverneur de Mokka, au Yémen,
de capturer les bateaux anglais et de lui promettre surtout des grosses sommes d'argent, des cadeaux, des femmes, autre chose. Et c'était parce qu'il avait un projet asiatique, il voulait éliminer les Anglais de la région. À son retour à Paris, Monge, le grand savant, qui était le chef des savants en Égypte, le grand Monge lui a organisé une belle séance à l'Institut de France au mois de novembre 1798. Donc il venait de rentrer il y a peut-être 45 jours. Et dans cette conférence à l'Institut, vous pouvez trouver le texte de cette conférence à la bibliothèque Mazarine. Il parle de deux choses. Il dit que cette campagne d'Égypte était une victoire. On a gagné, dit-il, deux choses. On a gagné le canal de Suez qu'on fera. Il avait de l'espoir. Et la pierre de Rosette. Je vous rappelle que la pierre de Rosette était encore à l'époque à l'Institut d'Égypte. Il n'était pas encore parti dans des circonstances désastreuse au British Museum. Heureusement qu'on a eu en France, un peu après, l'épisode des Saint-Simoniens, oublié aussi aujourd'hui de l'histoire. Les Saint-Simoniens, c'était des polytechniciens qui avaient deux dieux. Un dieu qui s'appelait Saint-Simon, à ne pas confondre avec le Saint-Simon de Louis XIV, l'historien de la monarchie. Et donc, c'était Saint-Simon, c'était des polytechniciens qui croyaient beaucoup au progrès par le travail de l'homme, la méritocratie. Et les Saint-Simoniens avaient un autre dieu qui s'appelait Napoléon. Il disait de Napoléon, ce qu'il a commencé par le sabre, nous l'achèverons par la plume. Et ils partent donc, ils avaient un peu une façon bizarre de s'habiller, c'était un peu des mystiques, des polytechniciens, des ingénieurs de ponts et chaussées, des chimistes, des progressistes, c'est eux qui ont forgé le mot socialiste ou socialisme. Mais ils avaient une façon bizarre un peu de mener leur vie quotidienne à Ménilmontant, à Paris. Et donc ils étaient chassés de France, ils sont allés en Turquie, chassés de la Turquie, parce qu'ils avaient une idée de relier l'Orient à l'Occident en mariant, vous connaissez l'histoire, monsieur le secrétaire perpétuel, en mariant l'Orient à l'Occident par le mariage du chef saint-simonien, un certain Prosper Enfantin, à une grande égyptienne, une belle égyptienne. Il disait que si je me marie avec elle, je vais pouvoir réunir l'Orient à l'Occident. Mais dans la doctrine saint-simonienne, cette idée de réunir l'Orient à l'Occident était une obsession. Et il disait qu'un jour, l'Occident va se marier avec l'Orient et la Méditerranée sera leur lit nuptial. Ça, c'est très beau. Et ils arrivent en Égypte en 1830, en pleine épidémie. La peste et le choléra, les deux. Ils étaient 50 ou 55, dont Prosper Enfantin lui-même. Et là, il propose l'idée de creuser un canal. Il revient donc au projet des Vénitiens et de Leibniz. Creuser un canal reliant les deux mers. Et ils avaient fait, avant de partir en Égypte, des études scientifiques. Et un parmi eux, un certain Negrelli, un Italien, Autrichien, Français, vous savez, à l'époque, et que Negrelli a fait des études, il a prouvé que les deux niveaux des deux mers étaient pareils, et que si on creuse un canal, ça ne fera pas de malheur. Et que donc c'était comme ça que les Saint-Simoniens sont arrivés en Égypte en 1830, ils ont proposé à Mohamed Ali d'Égypte, donc tout de suite, ce projet. Or, Mohamed Ali, qui avait une passion pour la France incroyable,
avait très peur, avait une peur noire des Anglais. Il a dit à Prosper Enfantin que si j'accepte le projet, il faut que ça soit avec mon argent égyptien. Je ne veux pas d'argent ni français ni anglais. Donc ça n'a pas marché. Mais en tout cas, c'était pour les Saint-Simoniens le départ scientifique du projet du canal de Suez. Il y a un hasard incroyable. Je vous ai parlé de Napoléon à son retour en France, n'est-ce pas? Oui, il était devenu Napoléon. En 1803, pas encore l'empereur, mais alors, c'était le consul, et Napoléon était obsédé par cette conquête d'Égypte. Qu'est-ce qu'il fait? Surprise totale. Il envoie un premier émissaire à l'Égypte, ou en Égypte. Cet émissaire, pour voir la situation sur le terrain, après le départ de l'armée française, et regarder un peu le projet du canal de Suez. Il envoie qui? Un certain Mathieu de Lesseps. C'est le père de Ferdinand. Mathieu de Lesseps arrive donc au Caire en 1803, fin 1802. Et il fait un rapport merveilleux sur la situation du pays. Vous savez, le pays était en guerre civile. Entre les Ottomans qui voulaient reprendre le contrôle du pays, les Mamelouks qui voulaient récupérer leur place dominante dans le pays, les Anglais qui voulaient tout de suite prendre l'Égypte pour sécuriser la voie vers les Indes. Et Mathieu de Lesseps a choisi Mohammed Ali, un officier albanais, et qui était valeureux, qui était très bien, et il l'a choisi, il l'a proposé à Napoléon comme donc gouverneur du pays. Pour aller rapidement, et lorsque Mathieu de Lesseps a quitté le pays, il est allé occuper le poste de consul de France à Tunis. Il mourra à Tunis comme ça lui, hein, en 1831, mais peu avant sa mort, il envoya en Égypte son fils, Ferdinand. Et Ferdinand, donc un consul de France stagiaire, consul de France à Alexandrie, c'était encore la peste, le choléra. Donc il était en quarantaine. Qu'est-ce qu'il fait, Ferdinand de Lesseps, en quarantaine? Il lit les rapports des Saint-Simoniens sur le canal de Suez. C'est pour ça que certains historiens croient ou pensent que de Lesseps a volé le projet, a piqué le projet aux Saint-Simoniens. Une grande question qui est encore mérite des recherches. Et Lesseps était entré en amitié, il était le précepteur de Saïd Pacha, le fils de Mohammed Ali, qui lui, il sera Pacha d'Égypte en 1858. Et là, Lesseps arrive en Égypte pour féliciter son ancien élève et lui propose le projet de percer le canal de Suez. Ainsi, mes chers amis, pour la première fois, en 1856, Saïd Pacha d'Égypte a accepté d'offrir ce privilège, la concession de percer le canal de Suez à Ferdinand de Lesseps, une première dans l'histoire. Le nom du canal de Suez, le nom Suez, va entrer dans le premier rapport de Ferdinand présenté à Saïd Pacha. Nous avons ce rapport dans les archives du travail à la bibliothèque de l'Arsenal. Excellent rapport qui fait rêver, qui montre bien que Lesseps, je dis bien à mes compatriotes égyptiens, n'était pas si mauvais que ça, et que c'était un rêveur qui a réussi à réaliser son rêve. Et je vais aller très rapidement. Donc le canal de Suez va être inauguré, comme vous le savez, en novembre 1869, en grande pompe, en présence de l'impératrice Eugénie, mais surtout, le canal va devenir ce que j'ai appelé moi dans mon livre là, une
une sorte de balafre sur le visage de l'Égypte. Parce que le canal de Suez était dès le début, une œuvre qui était créée. D'abord, il y avait le problème de la corvée. Je suis désolé, ça existait. Hein. Mais moi, j'ai dit que la corvée, c'était le système de l'époque. Hein. Le château de Versailles n'a pas été construit en offrant des brioches aux paysans qui l'ont construit. Hein. Et que c'était le système mamelouk de l'époque, ottoman de l'époque. Mais pour les Égyptiens, c'était une blessure nationale. Et sentir que pour eux, la compagnie maritime universelle du canal de Suez, c'était un État dans l'État, ce qui était presque vrai. Encore, c'est une autre histoire. Allez, venons maintenant en 1956, le président Nasser fait son coup d'État en 1952, elle renverse la monarchie et en juillet 1956, il nationalise le canal de Suez. Un petit détail que j'ai oublié. J'oublie beaucoup de choses aujourd'hui. Le canal était inauguré en novembre 1869. Et là, il y avait un projet d'ériger 2 statues. Ah, c'est très intéressant. 2 statues à l'entrée nord, à Port Saïd du canal, et à l'entrée sud de Suez. L'entrée nord, on était tous d'accord à ce moment-là que cela devrait être la statue de Ferdinand de Lesseps. On confie les travaux à un sculpteur que peut-être vous connaissez, il s'appelait Frémier. Vous savez, si vous allez rue de Rivoli, il y a la statue de Jeanne d'Arc. C'est une des statues de Frémier. Il y a dans le jardin de Luxembourg et celui des Tuileries, il y a 2 ou 3 statues de Frémier. En tout cas, c'était c'est lui qui a fait la statue de Ferdinand de Lesseps, qui a eu une histoire malheureuse avec la nationalisation du canal de Suez. La statue de Lesseps se trouve aujourd'hui au musée du canal de Suez à Ismaïlia. J'ai contribué personnellement à sauver le canal, à sauver la statue avec un grand ambassadeur que vous connaissez, mon cher ami, et qui s'appelait Pierre Hunt. L'ambassadeur André Parent, qui est au fin fond de la salle, qui ne veut pas me voir ici, et qui donc Pierre Hunt a sauvé, mon cher André, la statue de Ferdinand de Lesseps, parce quand on l'a déboulonnée en 1956, eh bien, elle s'était cassée. Et avec Pierre Hunt et le grand regretté Jean-Paul Callot, on a financé, on a restauré la statue. Elle se trouve aujourd'hui au musée du canal de Suez. Reste l'autre statue. Eh bien, quelle statue? C'est la statue de la liberté. Mes chers amis, vous le savez, la statue de la liberté qui est à Manhattan, à New York aujourd'hui, eh bien, c'était la statue qu'on a demandé, que le khedive Ismaïl d'Égypte, celui qui a succédé à Saïd, a demandé à Auguste Bartholdi de créer pour le canal de Suez. Il lui a payé. Et j'ai les preuves. Pas seulement j'ai les preuves. La statue a été détournée, elle est allée à New York parce qu'on fêtait en France le centenaire de la Révolution américaine, qu'on a aidé en France, et qu'entre-temps, le khedive Ismaïl, qui avait payé la statue de la liberté, a été déposé par les Anglais. Une histoire malheureuse. Et le pauvre Bartholdi ne savait pas quoi faire avec sa statue. Il accepte qu'on l'offre donc aux Américains. Il a regretté ça énormément après, et à tel point qu'il a fait des répliques, 6 répliques de la statue de la liberté, dont une que nous avons ici à Paris sur la Seine. Vous voyez où c'est. C'est une réplique faite par Bartholdi lui-même. Hein. Et je milite depuis pour que vraiment on offre à l'Égypte, puisqu'on a payé un petit peu, on a contribué un petit peu, une petite réplique de Ferdinand, de Bartholdi à l'Égypte. Tu pourras peut-être nous aider à faire ça. Mais est-ce que la nationalisation du canal a servi vraiment l'Égypte et la paix? Non. Non.
Cette nationalisation a généré 4 guerres entre l'Égypte et Israël autour du canal de Suez. 2. Cette nationalisation a fait que le monde arabe, qui était jusque-là uni uniquement par la Ligue arabe, était devenu lié aussi par un certain nassirisme, gentil mais très, très agressif. Comme il n'y a pas d'Égyptiens dans la salle, je peux prendre vraiment mes libertés. Et que, alors, mes chers amis, vous avez remarqué une chose, 1979, révolution en Iran, n'est-ce pas? Quelques mois plus tard, qu'est-ce qu'il fait le président Sadat? Il fait sa visite à Jérusalem. Changement total de la géopolitique. Il faut lier les deux. Que le monde arabe sunnite et désormais n'a pas pour ennemi vraiment Israël. Mais l'Iran qui voulait exporter sa révolution au reste du monde sunnite voisin. Et c'était comme ça qu'on a inventé ce terme que je déteste, qui s'appelle le proxy. Ça veut dire, vous trouvez en Irak, et après au Liban, et après à Gaza, et après au Yémen, un peu à Bahreïn, un peu même en Arabie même. Voilà. Ce qui a fait qu'il y avait une véritable guerre entre ces pays sunnites et l'Iran, et que le seul soutien politique de ces pays était indirectement, c'était Israël et les États-Unis. Mais cela, mes chers amis, nous ramène à la guerre d'aujourd'hui. Un peu avant cette guerre d'aujourd'hui, je voudrais vous parler de cette puissance qui a attiré l'attention de l'Europe depuis le Moyen-Âge, qui s'appelle la Chine. J'ai trouvé dans les archives du château de Versailles les catalogues de 2 expositions sur la Chine, 2014 et 2022. La Chine à Versailles. À Versailles. Oui, parce que Louis XIV s'intéressait beaucoup à la Chine, avec Colbert évidemment, et il a envoyé les jésuites comme émissaire particulier de Louis XIV à la Chine. Vous lisez ça dans le magnifique livre en 2 volumes de mon ami le grand regretté Jean Lacouture, qui s'appelait Les Jésuites. Je vous conseille vivement de le lire. Et cette exposition avait beaucoup de succès. Ce qui est intéressant, pour vous donner une idée sur l'importance de la Chine dans l'imaginaire français de l'époque, déjà au XVIIe siècle, regardez dans le dictionnaire de Voltaire, la matière Chine. Vous allez voir ce que dit Voltaire de la Chine à l'époque. C'est comme un géopolitique d'aujourd'hui. Mais vraiment, hein. Bien sûr, c'était Voltaire, mais pour vous donner une idée sur l'importance de la Chine. Pendant ce temps-là, pendant que Nietzsche écrivait ainsi parlait Zarathustra, et que Richard Strauss l'a mis en musique, que vous connaissez, et que pendant ce temps-là, les Anglais avaient bien ancré leur puissance en Chine et un peu en Inde, un peu beaucoup en Inde, mais surtout en Chine, et vous voyez bien que un très grand premier ministre anglais, qui s'appelait Disraeli. Jean-Jacques Murat, est-il là? Non. Et Disraeli a bien compris que si l'Angleterre veut réparer l'erreur de 100 ans, depuis l'invasion de Bonaparte jusqu'à 1880, eh bien, il faut que l'Angleterre mette une main basse sur le canal de Suez. Eh bien, Disraeli achète les actions de l'Égypte dans le canal de Suez. Et ainsi, mes chers amis, le canal devient anglais. Le canal de Suez devient anglais.
C'est un achat qui n'a pas coûté très cher à l'Angleterre. Vous voyez pourquoi d'Israël il dit ah, l'Orient, c'est un métier. 3 mots qui résument bien le génie de l'homme et sa pensée. Mais je ne veux pas aller trop dans les analyses. Trop d'analyse paralyse, comme disait, et que d'Israël, qui était un génie de la politique anglaise, qui a bien compris la carte du monde de l'époque et qui ne voulait pas écraser les civilisations de l'époque. Le président Donald Trump, lui, qui a la réflexion dans le réflexe et qui veut à tout prix donner forme à l'irréel, n'a pas compris que le monde a changé et que l'ère de la Chine est venue. Pourquoi j'ai dit ça? Bien sûr, tout le monde le dit maintenant. Mais mes chers amis, l'historien, c'est pas seulement celui qui analyse le passé, c'est celui qui anticipe l'avenir. Et les Américains n'ont pas compris 3 ou 4 choses, même avant l'avènement de ce 28 février 2026. Que d'abord, les Chinois suivent une philosophie incroyable, ainsi parlait Zarathustra, et Zarathustra dit, quand vous vendez des œufs sur un marché, vous avez intérêt à ne pas provoquer de bagarre. Pas de bagarre, vous vendez des œufs. Eh bien, les Chinois suivent cette philosophie, travailler dans le calme et le silence, ce que les experts d'aujourd'hui appellent la patience stratégique. Effectivement. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, que bien évidemment, ça va vous faire rire, mais regardez bien, nous sommes, nous, en Occident, peuple de café, petite tasse de café, mais eux, le thé dans les grands bols. Et qu'ils ont bien compris que le monde, la guerre a changé de configuration. Ça veut dire, là, avec la dronisation de la guerre, miniaturisation de la guerre, on n'a pas besoin d'envoyer ni missiles, ni gros avions à 120 ou 130 millions de dollars pour qu'un drone de 30 000 dollars abatte en 5 minutes. Et donc, je regardais un peu sur la carte, la même que nous avons, celle-là. Bien sûr, quand on regarde là, si vous passez par le Cap de Bonne-Espérance, vous faites le tour de Londres à Mumbai en 12 300 miles, alors que vous parlez le canal de Suez, vous faites ça en 7 200 miles. Mais mes chers amis, cela, c'est du rêve. Aujourd'hui, les Chinois ne pensent même pas à ça. C'est un point très important que je vous invite à réfléchir. Cette carte maritime n'a jamais intéressé la Chine, ni au Moyen-Âge, ni aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est la route de la soie? C'est aller par la terre. Eh bien aujourd'hui, la route de la soie continue par le chemin de fer. Quel est le chemin de fer le plus long dans le monde? Mes chers amis, c'est la ligne Shanghai-Madrid. Shanghai-Madrid, c'est 13 000 kilomètres. 13 000 kilomètres que le train fait à 20 heures, 21 heures. Et que c'est un train de marchandises. On n'est pas là dans le rêve de l'Orient Express.
Hein, ça n'intéresse pas nos amis chinois. Ça, on est dans le train de marchandises. C'est 82 wagons de marchandises. Les Chinois n'ont plus besoin de voies maritimes. Pourquoi le leader chinois n'a pas besoin de tweeter toutes les 5 minutes ou aller faire d'abord le matin une tweet avec le petit déjeuner, à midi une déclaration à la presse, le soir je garde ça pour moi, et que une prière, et que eux, pendant ce temps-là, lui, le président chinois, assis, le silence, hein, vous voyez, c'est ça la patience stratégique. 4 jours après, il reçoit Poutine. Je me demande, est-ce que Donald Trump était au courant de la visite de Poutine? Ça m'étonnerait. Et que... Donc cette guerre est perdue pour nos amis américains. Bien dommage. Parce que nous voulons que l'Occident ne sorte pas perdant, en tout cas pour l'Europe, pour notre France, qu'elle ne sorte pas perdante. Mais la France a quelques atouts. Mais il faut une conférence pour ça. Mais vraiment, hein, des atouts réels dans cette histoire entre les États-Unis et la Chine. La France a quelques atouts. Quoique la France est liée à l'Inde, et le Rafale, etc., mais c'est avec la Chine, désormais, qu'il faut. Je donne une conférence en Chine en mois de novembre, hein, donc je dois apprendre le chinois d'ici là. Je termine, mes chers amis. En 2013, Gérard Mestralet était alors président de la compagnie Suez Léonesse des Eaux. Et cette compagnie Suez Léonesse des Eaux, c'était la compagnie que les Français ont génialement créée dans les années 70, avec l'argent des indemnités qu'on a à payer aux actionnaires français après la nationalisation du canal de Suez. 30 millions de livres égyptiennes. Avec les 30 millions de livres égyptiennes, les Français ont créé d'abord la banque de Suez, que vous connaissez, rue d'Astorg, à Paris, pas loin de l'Élysée. Vous l'avez connu? Non. C'est rue d'Astorg. Là où il y a l'ancien siège de la compagnie universelle maritime. Et avec cet argent, la banque de Suez s'est transformée à une compagnie spécialisée dans l'eau, puis l'électricité, puis le nucléaire. Aujourd'hui, c'est merveilleux. Aujourd'hui, elle s'appelle Engie, évidemment. Je regrette ça, que le nom Suez, qui a lié la compagnie à son passé merveilleux, est effacé. Mais c'était après le départ de Gérard Mestralet. En 2013, Gérard Mestralet m'a envoyé ce tableau et m'a demandé mon avis. Je lui ai raconté l'histoire. Le tableau était en vente à Venise parce que Giulio Carlini, le peintre, est un Vénitien, comme par hasard. Il a acheté le tableau. Il se trouve aujourd'hui dans le bureau du président d'Engie. Mais là, il m'a demandé, une fois on a acheté le tableau, il m'a demandé de donner une conférence sur la statue de la liberté, comme je lui ai parlé de la statue de la liberté, son origine égyptienne, et que... Donc j'ai donné cette conférence. Regardez bien, mes chers amis, cette maquette. Cette maquette, je l'ai trouvée à Colmar, à la maison de Auguste Bartholdi, le sculpteur. Regardez bien, c'était la statue que Bartholdi devait donc donner à l'Égypte en 1869, à l'inauguration du canal de Suez. On voit très bien là que c'est une paysanne égyptienne, là, habillée en égyptien. Et il avait écrit tout en bas,
dans une lettre à sa mère, un nom donné à cette statue, l'Égypte illumine l'Asie. L'Asie, ça veut dire l'Inde et la Chine. Mais la statue, elle est là. Quand le philosophe Laboulaye lui a proposé de l'offrir aux États-Unis, il a changé, bien sûr, il a enlevé cette djellaba égyptienne, il a mis donc l'étoffe que nous voyons aujourd'hui et surtout la torche qu'on voit aujourd'hui. Et la statue de la liberté n'éclaire plus l'Asie, mais elle éclaire les États-Unis. Je me dis que si un jour on pense à offrir à l'Égypte une statue de la liberté, peut-être, il faudra offrir ou bien la maquette ou bien une réplique. Je termine avec cette phrase de Balzac. Elle dit, dans les grandes crises, le cœur se brise ou se bronze. Il est légitime maintenant de nous poser la question, quel est le cœur qui se brise actuellement et quel est le cœur qui se bronze? Je vous remercie de votre attention. Merci. Je vous remercie beaucoup, cher Ahmed Youssef, pour cette conférence à la fois très vivante et très stimulante qui nous a parfois éloignés assez loin des berges du canal de Suez. Alors, avant de passer la parole à la salle, je voudrais revenir sur, je ne sais pas si c'est un lapsus ou une analogie que vous faites. Vous avez dit que Napoléon est allé en Égypte avec ses oulémas. Vous avez parlé des oulémas. C'est savant. C'est savant. Et alors, dans la réalité, c'est très important. C'est tout à fait fondateur dans la mesure où, pour la première fois, la France, avec l'expédition d'Égypte, a fait en sorte que une civilisation qui n'était pas elle se sentait comptable d'une civilisation qui n'était pas la sienne. Les travaux de l'expédition d'Égypte, des savants, des ulémas de Napoléon ont fini d'être publiés vers 1830 seulement, tellement leur volume et leur ampleur est considérable. Et ça a coïncidé, l'expédition a coïncidé avec la fondation des chaires d'Arabes et de Persans au Collège de France, avec Sylvestre de Sacy, un tout petit peu avant, avec la fondation de l'École des langues orientales, à ce moment-là également. Il y avait autrefois des institutions qui formaient aux langues, mais c'était l'école des jeunes, on appelait ça l'école des jeunes de langue. Ils n'apprenaient que le turc pour les échelles du Levant, pour le commerce. Alors c'est là que Disraeli dit l'Orient c'est un métier. Oui, ça a été un métier à peu près jusqu'à cette époque-là. Et en France, c'est devenu un souci intellectuel. Les civilisations qui n'étaient pas la nôtre sont devenues un souci d'État. Les institutions publiques ont été consacrées à l'étude, à la conservation, à la préservation des civilisations qui ne sont pas la nôtre. Alors, fondation de la Société asiatique en 1822, 2 ou 3 ans avant la Royal Asiatic Society, fondation du Congrès des orientalistes en 1875, fondation de l'École française d'Extrême-Orient en 1900, fondation de l'Académie des sciences d'outre-mer en 1922, et donc tout ça c'est un ensemble de dispositions, et ça n'a pas beaucoup d'exemples parce que les empires espagnols n'ont pas fondé d'écoles ou de centres de préservation et d'études et de description. Alors maintenant oui, il y a des études précolombiennes en Espagne qui sont florissantes, mais ça n'était pas un souci, c'est pas un souci très ancien. Les Britanniques ont été très très lents à s'intéresser à leur propre empire, et l'Archaeological Survey of Burma, par exemple, a été confié à des Français, et les grands centres d'études sanskrites sont plutôt français que britanniques. Et donc il y a, j'en finis avec vos ulémas, qui ont été donc fondateurs d'une grande tradition française. Et maintenant, je passe la parole à la salle, je suppose qu'il y aura des questions. Vous me permettez d'avoir juste un commentaire à votre commentaire. C'était un lapsus révélateur quand j'ai dit les éléments de Bonaparte, effectivement. Mais il y a deux choses. D'abord, le mot élément, c'est l'équivalent arabe du mot savant, comme son Altesse le sait. Alim,
et comme vous aussi, vous savez. Mais Bonaparte avait ces éléments en Égypte. J'ai besoin de 2 petites minutes, si vous me permettez. Et là, vous voyez le génie de l'homme, vraiment. Il est arrivé donc à l'aube du 1er juillet 1798 devant Alexandrie. Le 1er août, le désastre d'Aboukir. Le 2 août, il créait au Caire 2 institutions. L'Institut d'Égypte, qui existe encore aujourd'hui, et le divan. Le mot divan, diwan, le diwan est un mot arabe connu, et c'était la première assemblée qui permit aux notables de pays de gouverner leur propre pays par eux-mêmes, ni par les Mamelouks, ni par les Ottomans. Dans mon livre, l'avant-dernier, Bonaparte, Napoléon, une passion arabe, je raconte un peu comment Bonaparte, vu par les Égyptiens. Et là, les Égyptiens étaient très étonnés de voir que le divan joue un rôle important et les éléments de divan jouaient un rôle important, notamment entre la population et l'armée française. Mais c'était tout le génie de l'homme. On n'a pas refait ça en Algérie, par exemple, en 1830. Si on avait amené des savants en Algérie, qui est un grand pays, très riche, une longue histoire, et que peut-être les choses étaient... Mais vous voyez un peu dans le sillage de cette expédition de Bonaparte, il y a le projet du royaume arabe de Napoléon III. Ça veut dire ce que Bonaparte n'a pas réussi à créer au Caire. C'est parce qu'il n'avait pas le temps, parce qu'il est rentré vite à Paris, et que Kléber, malheureusement, a été assassiné vite après, et Mounou n'a pas réussi à garder le positionnement de l'armée française sur place. Eh bien, le projet de l'Empire, du royaume arabe, est né par un très grand saint simonien qui s'appelait Ismaïl Urbain, donc un saint simonien converti, de son vrai nom, Thomas Urbain. Il se convertit à à Damiette en Égypte, et après il est parti en Algérie en 1850, et il a créé en Algérie un très grand journal arabe, et surtout il est le théoricien de cette idée de lancer un royaume arabe indépendant, mais sous la couronne française. Et Napoléon III était très intéressé, histoire d'intégrer un islam particulier sous la houlette de l'Empire français, et malheureusement la guerre de 70 n'a pas permis à Napoléon III, qui était un grand empereur, d'achever ce projet. J'en prie, allez-y, Altesse, si vous voulez, je vous en prie. Merci d'être venu. Merci, au revoir. Merci. Merci, Altesse, au revoir. Monsieur Elbaz. Samy, qui est un ami depuis quelques jours. Voilà. C'est bien, ça veut dire que je rajeunis. En fait, là, dans ta conférence, tu t'es pas tellement projeté sur l'avenir du canal de Suez. Je ne sais pas si c'était fait. Merci. Écoutez, c'est un piège terrible, ça. Est-ce que ça veut dire que, au-delà de la valeur historico-culturelle du canal, est-ce que d'un point de vue stratégique et géopolitique, il a une moindre importance selon toi, pour les années à venir, hein, je parle? Très bonne question. Cela ne m'a pas échappé, mais je ne voulais pas vraiment entrer dans... C'est un terrain glissant. Le canal de Suez est menacé aujourd'hui par 3 choses. Écoutez, là on entre vraiment au fond de la géopolitique de l'avenir. Il y a un projet israélien, comme vous savez, le canal Ben Gurion, de lier Eilat à Haïfa.
mais c'est un vieux projet qui, à mon avis, probablement n'aura pas lieu. Pour des raisons d'abord scientifiques, et après financières, et après topographiques. Deuxièmement, mon cher Samy, si j'ai parlé un peu des chemins de fer chinois, je voudrais parler aussi des chemins de fer égyptiens. Il y a un projet égyptien qui s'appelle le canal de Suez sur les rails. Peut-être que vous êtes au courant, tu es au courant peut-être, que l'Égypte est en train de construire un chemin de fer du port de Aïn Sorna sur la mer Rouge. Ça veut dire, c'est un peu, probablement 5 km d'Hurghada, jusqu'à Al-Alamein, à Marsa Matrouh, après l'Alamein. Marsa Matrouh, c'est à peu près à 200 km de frontière libyenne. Vous voyez, les Égyptiens eux-mêmes appellent ça le canal de Suez sur les rails, parce que c'est un chemin de fer de marchandises comme celui de la ligne Shanghai-Madrid. Parce qu'on voit très bien qu'aujourd'hui, le canal de Suez, il pourrait être un peu obstrué ou empêché pour une raison ou une autre par un canal rival, par la géopolitique, par même des groupes terroristes, les Houthis, etc. Alors que la ligne va donner à l'Égypte l'équivalent du canal de Suez. Et 660 km, je crois. Et qui construit ça? C'est l'Allemagne et la Chine. Mais pour la Chine, mes chers amis, le pays qui investit des milliards, entre 12 et 15 milliards de dollars investis par les Chinois dans la zone du canal de Suez. Je vous laisse un peu le loisir de réfléchir sur le sens de ces investissements. Mais il y a un autre danger, Samy. Et ça sera peut-être là la guerre de l'avenir. Au mois de janvier passé, la Turquie a envoyé 6 F-16 en Somalie. Et elle a envoyé au mois de mars, pas très loin, une plateforme de forage devant les côtes de la Somalie. Qu'est-ce qu'elle cherche, la Turquie? D'abord, cela est venu après la reconnaissance par Israël de Somaliland. Mais mes chers amis, vous savez que l'Éthiopie, avec l'histoire de haut barrage, du barrage de la Renaissance, le haut barrage c'est en Égypte, de la Renaissance, il y a un conflit entre l'Égypte et l'Éthiopie. Et que, pour moi, on reste là dans la zone, hein, on est vous savez, la distance, c'est un détail un peu bizarre, la distance entre les deux rives d'Ormuz, c'est 30 km, hein. C'est la distance entre la place Tahrir et la pyramide de Khéops, au Caire. Et que la corne de l'Afrique, mais c'est la zone dans la même zone. On est dans la même zone, même encore plus sensible. Parce qu'ici, on contrôle les routes maritimes de commerce, loin des zones sensibles directes. Et que, je ne sais pas les intentions d'Israël et Somaliland, enfin je sais un peu, mais je sais un peu beaucoup. Et que je sais aussi que pour la Somalie, ça sera avec cette base maritime turque. Et à Djibouti, à côté, il y a combien de bases? De combien de pays? Allez, qui peut me dire? Incroyable. Il y a d'abord la base française, la première d'origine, et après la base turque, la base égyptienne, la base américaine, la base chinoise, allemande. Vous voyez, là, le monde, ça sera le théâtre de prochaine guerre, notamment parce que la Turquie et Israël ont compris qu'en dehors de cette histoire
éthiopienne d'avoir un accès à la mer, parce que l'Éthiopie est un pays continental, d'avoir un accès à la mer, que l'Égypte et l'Arabie Saoudite refusent. Eh bien, en dehors de cette histoire, il y a l'histoire du gaz et du pétrole. Devant ces côtes de la Somalie, et il y a ici des gisements de gaz pour l'avenir. Donc, la Turquie a un peu court-circuité tout le monde en envoyant les F-16 sur place, qui sont toujours là-bas. Donc, vous voyez, le canal de Suez est menacé et par des conflits d'avenir, et par des canaux rivaux, et surtout par les chemins de fer. Parce que ça va obliger l'Égypte à réduire, à baisser le prix du transit, évidemment, et surtout va obliger l'Égypte à ne pas être impliquée directement dans les conflits. Pourquoi l'Égypte aujourd'hui n'est pas impliquée directement dans les conflits? Vous avez remarqué ça, hein? C'est parce qu'il y a le canal de Suez, évidemment, que nous ne voulons pas exciter les faux outils à Bab el-Mandeb. Ou les Iraniens qui peuvent envoyer des missiles à l'Égypte directement. Conflit très compliqué, mais pour moi préfigure l'avenir de la région. Je sais, je peux vous dire maintenant qu'il y a des États qui vont disparaître. Il y a des États qui vont être dilués dans d'autres États, notamment dans le Golfe. Il ne faut pas oublier que les pays du Golfe, ce n'est pas des pays de l'Antiquité, hein. Ce n'est pas la Perse ou l'Égypte ou la Turquie. C'est des pays des années 70 qui n'existaient pas avant et qui peuvent disparaître du jour au lendemain. Et ceux qui, je ne vais pas entrer dans les détails, mais la situation dans ces pays de Golfe est catastrophique. Et ils vont entre eux, d'abord. Ils n'arrivent pas à trouver une entente entre eux. Et après, avec autrui, ils ne savaient pas quoi faire avec les États-Unis. Il y a tendance, évidemment, dans ces pays à aller vers la Chine. La Chine a déjà sa place dans le pays de Golfe, et notamment en Arabie Saoudite. Je sais, mon cher Samy, qu'il y a des projets de chemin de fer. Oui. De l'Arabie et la Chine. Oui. Et que les pèlerins musulmans viendront pour aller à la Mecque de la Chine et de l'Inde dans les mêmes trains qui prendront les Iraniens pour aller à la Mecque. Tout ça, c'est des changements qui vont venir. On n'est pas dans la science-fiction. On est dans la géopolitique triste de demain. Pardon. Je vous en prie. Je passe. Madame Courant. Merci, Monsieur le Président. Caroline Gaultier-Courane. Monsieur Ahmed Youssef, je vous remercie pour votre conférence, qui est à bien des égards très nuancée, et surtout d'avoir rendu hommage à la période mamelouk, qui a été une très grande période, tant économique qu'artistique. Je voulais souligner que dans le commerce que les mamelouks entretenaient, eh bien, il y avait les femmes des bey et des sultans mamelouks qui tenaient une grande place. À la fin, à la période de la conquête de l'Égypte, ils ont eu affaire à une dame absolument redoutable, cette Néfissa, qui était redoutée pour son sens extraordinaire du commerce et des relations commerciales. Deuxième petit point, c'est un détail, le Mehmet Ali le Grand n'était pas un officier albanais. C'est ce que le roi Fouad a voulu absolument accréditer parce qu'il avait des visées sur l'Albanie. La famille de Mehmet Ali venait vraisemblablement du plateau anatolien et peut-être du plateau anatolien, oui, et peut-être plus anciennement du Kurdistan. Les parents de Mehmet Ali, qui étaient des fonctionnaires ottomans, donc qui allaient de place en place, est venu à un certain moment s'installer à Kavala, donc en Macédoine, d'où est parti Mehmet Ali quand il a été appelé parmi les contingents ottomans pour se rendre en Égypte. Voilà. Merci Madame pour votre question sur les origines de Mohamed Ali. Il est né à Kavala, et Kavala, la même année de la naissance de Napoléon, en 1769. Et que, comme par hasard, et il est né à Kavala. Kavala, c'est en Albanie. On peut parler après
Voilà. Mais si vous voulez, pour Madame Nefissa, la femme de Mourabbi, j'ai consacré un chapitre à elle dans mon premier livre sur l'expédition en 2003 Bonaparte et Mahomet, préfacé par Jean Toulard. Et après, surtout dans l'avant-dernier livre, Napoléon, une passion arabe, il y a un chapitre sur cette Nefissa. On trouve encore d'elle dans le Caire Mamelouk d'aujourd'hui, 2 ou 3 monuments merveilleux, dont une fontaine publique pour la prière et tout ça. Allez sur mon page de Facebook, Ahmed Youssef France, vous allez tomber sur 2 ou 3 posts que j'écris sur elle récemment. Donc merci de l'évoquer. C'était une grande amie à la France, une grande amie à Kléber. Bonaparte l'a sauvé plusieurs fois de ses administrateurs d'impôts parce qu'il voulait vraiment la faire payer chèrement son soutien aux commerçants anglais, mais c'était une grande amie à Magalon, le consul de France à Alexandrie, avant l'expédition de Bonaparte. On peut donner une conférence sur elle, vraiment. Hein, donc, attendez mon prochain livre, hein, cette femme, cette égyptienne dans la cour de Bonaparte. Donc, elle en fait partie. Monsieur le Rollin. Oui, monsieur le professeur, merci pour cette magnifique démonstration sur la culture égyptienne. Justement, je voudrais dire, j'ai moi-même dirigé l'Institut de la francophonie à l'Université du Caire, donc je connais un petit peu la culture africaine, égyptienne, pardon. Je comprends pourquoi Napoléon a préféré monter son opération culturelle au golfe de Suez, en Égypte, parce que la culture égyptienne, elle date de 10 000 ans avant Jésus-Christ, tandis que la culture arabe date du 6e, 7e siècle. Alors, je comprends que son intérêt, à mon avis, il n'y avait pas de doute sur l'intérêt de cette expédition, qui a été remarquable, qui partit avec de nombreux intellectuels, scientifiques, pour également visiter, découvrir cette magnifique culture égyptienne. Merci beaucoup, monsieur. Oui, Bonaparte s'intéressait, comme les Français d'une façon générale, hier et aujourd'hui, à l'Égypte égyptologique, l'Égypte des pharaons. Pour des raisons historiques, et après il y a toute la saga de la Pierre de Rosette, Champollion. L'égyptologie, c'est une science française, il faut le dire. Les Égyptiens le reconnaissent aujourd'hui. Le président égyptien, vous le gardez ça entre nous, hein. Le président égyptien va venir à Paris bientôt. Il doit aller au Louvre. Et que Bonaparte s'intéressait beaucoup, pas lui vraiment, hein, mais ses savants s'intéressaient à l'Égypte pharaonique, l'Égypte antique. Lui, il s'intéressait, pardon de vous le dire, à l'Égypte arabe ou mamelouk. Dans sa jeunesse, il a écrit une pièce de théâtre qui s'appelait Le Masque Prophète. Il n'avait que 18 ans. Hein. Vous trouvez ce texte sur Google. Donc, Monsieur le Président a parlé de Sylvestre de Sacy. Il y avait entre Sylvestre de Sacy et Bonaparte un petit problème personnel. Sylvestre, comme vous savez, c'était un personnage immense de l'orientalisme français. Il refusait l'offre de Bonaparte de faire partie de l'expédition de Bonaparte. Pire encore, ce que de retour en Égypte, Bonaparte créait donc un département de langue arabe. Il met un Égyptien qui venait avec lui d'Égypte à la tête de ce département, malgré la volonté de Sylvestre de Sacy. C'est une longue histoire, malheureuse par ailleurs. Mais pour vous dire que l'Égypte mamelouk arabe va s'intéresser plutôt les voyageurs et écrivains français au XIXe siècle. Hein? Les Nerval, les Théophile Gautier, les Anatole France et les autres. C'est l'Égypte vraiment mamelouk qui va les intéresser. Merci beaucoup. Madame?
J'ai été très intéressée par votre histoire de chemin de fer. Votre histoire de chemin de fer. Et je voudrais savoir qu'est-ce que ça va changer dans les rapports entre l'Iran, l'Arabie Saoudite et l'histoire des proxys, justement, avec ce monde sunnite. Cette histoire de chiisme sunnite va disparaître. Vous voyez, avec la Chine est en train de donner le téléphone à Yves, à M. Triard, s'il vous plaît. Pardon, Président. Cette histoire de chiisme sunnite va disparaître. Et que cette ligne de train, certainement parrainée par la Chine et l'Arabie Saoudite, ça sera une des conséquences de la guerre actuelle. Et on m'a dit tout récemment que les plans sont dans les tiroirs. Ça, on va lancer ça certainement bientôt, je ne sais pas quand, mais bientôt. Et que, comme ils ont fait Shanghai, Madrid, eh bien, pourquoi pas Médine ou Jeddah, Pékin, pourquoi pas, en passant par d'autres capitales orientales. Un train de marchandises, il faut bien le préciser, parce que c'est la marchandise qui intéresse les Chinois. Ils ont la tête sur les épaules et ça les intéresse. J'espère que cela marchera un jour, mais que tous les pays de la région, notamment Israël, soient impliqués dans le projet. Il n'est plus permis ce clivage qui a mené à rien aujourd'hui. Yves, Monsieur l'ambassadeur. Oui, pardon. Pour Mehmet Ali, pour revenir un peu vite dessus, je crois qu'on confond souvent Mehmet Ali et Ali Pacha de Tepelen. Ah, c'est pas le même. Ah non, non. C'est pas le même. C'est pour ça qu'il y a souvent une confusion. Deuxièmement, ce que vous avez dit sur la Chine, ça m'a rappelé ce que j'avais écrit quand je m'occupais de la Chine et puis quand j'ai travaillé dessus à Harvard. En 1982, la Chine est maintenant dans la situation du sage sur la montagne qui regarde les bêtes sauvages se battre en bas et qui en tire ses bénéfices. Et elle agit toujours avec deux armes, le temps et le nombre. Et elle paralyse ses proies avant de les manger, mais sans avoir à se battre. Et je crois que ce que vous avez dit me correspond. Et c'était mon pronostic aussi au moment de l'invasion, de l'attaque plutôt de la Russie sur l'Ukraine. Mon pronostic, c'était que la Chine va rester à l'écart. Mais pour revenir à l'Égypte, je vous propose que vous citiez ce que Nasser a dit au sujet de l'expédition de Bonaparte, dans quoi vous jouez un certain rôle. Merci. Merci, monsieur l'ambassadeur. Oui, Nasser, qui est le père du nationalisme arabe, a écrit un livre en 1954 qui s'appelle La philosophie de la révolution. La philosophie de la révolution. Dans la première page, il dit la phrase suivante. En parlant de Bonaparte, il dit que cette expédition était une invasion, mais que c'est une invasion qui a ouvert les portes de l'Égypte à des horizons nouveaux. Moi, je me suis servi beaucoup de cette phrase pour me défendre face aux Égyptiens qui refusaient ma thèse sur la modernisation de l'Égypte provoquée par cette expédition. Et que dans mon livre, là j'ai dit, dans le livre le dernier, sur le tableau, de Gustave Courbet, l'origine du monde, une histoire égyptienne, un destin égyptien, l'Égypte doit son entrée de plein pied dans la modernisation grâce au canon de Bonaparte qu'il a réveillé de sa torpeur, et grâce aux savants de Bonaparte avec la description de l'Égypte, la création de l'Institut d'Égypte, qui existe encore aujourd'hui. Et donc, pour vous dire que c'était une œuvre inouïe dans l'histoire. Inouïe. Si vous permettez, il y a une phrase synthétique.
Non, juste, non, juste. Les gens qui sont en ligne de... Non, il y a une phrase synthétique. Bonaparte est venu avec 2 armes, le canon et l'imprimerie. Le canon est parti, l'imprimerie est restée. C'est ça, oui. Yves. Oui, j'avais une question. On a parlé de Napoléon Ier, enfin de Bonaparte, mais son neveu, a-t-il voyagé en Égypte? Est-il allé en Égypte? Et le projet qu'il avait pour l'Algérie, où il a voyagé, si ma mémoire est bonne, 2 fois, mais 2 fois très longtemps, très longtemps. Pourquoi n'a-t-il pas cherché justement, à faire la même chose avec l'Égypte et peut-être que cet empire musulman, aurait pris forme davantage en Égypte peut-être qu'en Algérie? Bonne question. D'abord, son neveu, ça veut dire le futur Napoléon III, n'a pas été en Égypte avec lui. De la famille, si on considère Oziane de Beauharnais de la famille, c'est le fils de Joséphine, effectivement, était avec lui en Égypte. En fait, Bonaparte, quand j'ai traduit la correspondance de Bonaparte en Égypte, tout ce qu'il a écrit. Et donc j'étais avec lui, c'est lui qui a raconté. Il nous restait effectivement un rêve d'aller en Asie. Malheureusement, tout a été gâché par la défaite devant les murs de Saint-Jean d'Acre. Il ne faut pas oublier ça. Cette histoire de Saint-Jean d'Acre est une histoire malheureuse dans l'histoire de Napoléon. Parce qu'il y a derrière cette défaite, il y a une trahison. Philippot et les autres. Histoire malheureuse. Donc il était très malheureux avec cette histoire. Et pour Napoléon III, qui lui n'a jamais vu l'Égypte, mais il avait pour l'Orient et pour l'Égypte en particulier une petite faiblesse. Pourquoi? Parce qu'il y a évidemment l'histoire de son oncle, et après il y a Eugénie avait une passion pour l'Égypte pharaonique. Passion. D'ailleurs, je vous rappelle, elle est allée en Égypte une fois en 69 et une autre fois en 1901, très vieille évidemment, elle est morte en 1904 je crois, 20, merci. Et que en 1969, elle est restée longtemps en Égypte, 2 ou 3 semaines, elle a fait le sud, elle a fait le voyage dans le sud égyptien pour voir les temples. Et tout ça a laissé des traces dans la cour à Paris. Mais il y a autre chose aussi. Ce que, et là, Monsieur le Président, je me permets un petit retour vers l'orientalisme. C'est très important parce que la France a perdu l'Égypte en 1801 et elle a perdu la pierre de Rosette. Mais la France, quel que soit son régime politique, a tenu à ce que la victoire, de point de vue archéologique, soit toujours une victoire française. Il y avait une adversité énorme entre l'Angleterre et la France sur l'Antiquité. Il ne faut pas oublier ça. Hein? Et il y a les conquêtes militaires, mais chacune des deux puissances ont essayé de partir, d'envoyer des monuments dans son pays. L'Angleterre a fait ça, la France a fait ça. Depuis Bonaparte à Venise jusqu'à après. Mais donc il y avait une rivalité inouïe entre les deux pays qui tient le monument et qui tient la science. Et bien la France était gagnante, c'est la France qui a gagné cette bataille de science avec l'égyptologie, avec Champollion, pas seulement Champollion, regardez le dictionnaire des égyptologues. 600 pages. Vous savez, toute l'égyptologie d'hier et d'aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, c'est une science vraiment faite par les Français. Dans l'Égypte d'aujourd'hui, j'en sais quelque chose, et qu'un égyptologue français qui va en Égypte pour faire des fouilles, et on le met, comme on dit en égyptien, on le met sur la tête. Il est reçu comme un roi.
On lui donne les autorisations, les moyens, la protection, tout. Tout. Alors quand il s'agit d'un Anglais ou Américain, pardon, hein, on facilite les choses, mais il peut attendre un petit peu. Attends. On le fait attendre, voilà. Alors qu'en français, on m'a raconté des histoires. Hein. Christian de Roche-Noblecourt m'a raconté, Jean Leclan, que vous avez connu. Jean Leclan, monsieur le secrétaire perpétuel, c'est lui qui m'a invité. C'était un grand ami, hein, donner une conférence à l'Institut de France. Il faut que je trouve ça. Pour donner une conférence sur Venise et Alexandrie. Voilà. Elle est là, l'invitation. Il y a le tableau d'ailleurs qu'on voit. Hein. C'était le 19 mai 2007. Et donc, Jean Leclerc m'a raconté des histoires incroyables. Cette saga de sauvetage du temple d'Abou Simbel, au temps de qui? De Nasser. Il ne faut pas oublier, hein, c'est Nasser, Malraux, De Gaulle, Christian de Roche-Noblecourt qui ont fait ça. Pour dire la place de la France, et que Nasser a fait 2 gestes avec la France. C'est Nasser, hein. Vous voyez, on peut tout raconter. Mais il n'a pas oublié, d'abord, le général de Gaulle, 2, le sauvetage d'Abou Simbel, 3, c'est très important, un cadeau. La seule fois où le masque de Toutankhamon est sorti de l'Égypte, la seule et la dernière fois, c'était pour le général de Gaulle dans l'exposition célèbre 67. Combien célèbre? C'était la première et la dernière fois. C'est la France. Parce que quand la France le demande, on lui donne. Pas la dernière fois, si je puis dire. Oui, je vous en prie. Pas la dernière exposition. Pardon, excusez-moi. Pas à la dernière exposition. Le masque. Oui, le masque. Ah, il y a d'autres expositions après. D'accord. Là, oui. Merci, bonjour. Juste une petite parenthèse, je crois qu'en fait, en réalité, une des grandes gloires de la France, c'est ce combat, entre guillemets, toujours entre l'égyptologie anglaise et l'égyptologie française. Il faut quand même savoir aussi que le fait que Champollion a été le premier, et vraiment à quelques mois près, de publier donc la première chose sérieuse quant aux hiéroglyphes et la traduction, parce qu'il y avait 2 personnes, vous avez Ackerblatt, je crois, qui était aussi dessus, qui était bien avancé, il n'y a pas mal de gens. Peut-être que si les Anglais, à ce niveau-là, avaient été les premiers en ayant déjà la pierre de Rosette, c'est-à-dire l'original, je l'ai vu encore il y a quelques jours, qui est toujours collé au British Museum, j'ai voulu partir avec, ils n'ont pas voulu. Ils chipotent. Hein. Et donc là, peut-être que c'eût été différent, parce que là, à ce moment-là, vu que les Anglais auraient été les premiers à découvrir, traduire plutôt, peut-être c'eût été différent. Mais je reviens plutôt à ma question. Pour en revenir au canal de Suez, donc là je rebobine un peu, et là le côté historique, si je me trompe, il y avait déjà des traces d'un canal qui était de l'époque Ptolémée, oui. Qui était sur le côté, parce que c'était pas le même tracé. Et donc là, je sais que les savants Napoléon se sont intéressés. Pourquoi on n'a jamais creusé, d'ailleurs dans les 2 sens du terme, on a dévié, qu'on a filé vers Suez, parce que c'était plus faisable, puisqu'il y avait déjà un tracé qui avait été, entre guillemets, perdu et bouché. Mais est-ce qu'il n'était pas possible de le retrouver, ce tracé? C'était plus facile de creuser un nouveau canal que de retrouver l'ancien? Oui, il y avait un canal, effectivement, mais le canal, c'était le Nil et la mer Rouge. Ah oui, ok. Le nouveau, depuis cette histoire vénitienne, avec le tableau que je vous ai montré, eh bien, c'était un autre itinéraire. Hein. Oui, c'est ça, l'itinéraire était beaucoup plus intéressant, en fait. Parce que ça faciliterait les 2 mers. Le passage maritime direct entre les 2 mers. Or, du Nil à la mer Rouge, là vous entrez dans les terres égyptiennes vraiment, et vous risquez beaucoup de choses. Donc, voilà. Le canal qu'on appelle le canal du pharaon Sésostris, effectivement existait. Et on cherchait, au temps de Bonaparte, un peu les traces de ce canal, mais il avait disparu avec le temps. Vous êtes ici dans le désert égyptien, vous savez, si on néglige un peu le cours d'eau, eh bien le sable le couvre rapidement. Très rapidement, on va revenir à la pierre de Rosette. Les Anglais n'ont pas traduit, comme vous dites, la pierre de Rosette. Les Anglais étaient sur le point, donc, de déchiffrer
grâce avec Akilbrad, le Suédois, effectivement. Mais Champollion avait le talent incroyable d'aller directement sur le cartouche, et c'est une longue histoire, hein, et découvrir cela. Donc, encore aujourd'hui, Champollion, c'est le père de l'égyptologie. Puisque j'ai parlé de Jean Leclan avait publié dans les années 2000 une série d'articles qui s'appelait l'égyptologie avant Champollion. 3 fascicules qui sont très intéressantes et qui se trouvent à la bibliothèque Mazarine aujourd'hui, que je vous conseille vivement. Hein. C'est des fascicules de 20 pages, 30 pages, où il raconte comment les Français, à leur arrivée avec Bonaparte, avaient déjà un certain savoir sur l'Égypte antique. Est-ce qu'il y a encore des questions dans la salle? Monsieur. Merci beaucoup. J'ai écouté beaucoup de désintérêt. Juste, c'est mon impression et puis ma question concernant. Parlez devant le micro, s'il vous plaît. Pardon. Pour moi, des canaux, maintenant, il faut regarder comme des chaînes d'approvisionnement de postes. C'est-à-dire que le problème, c'est au niveau des problèmes géopolitiques, ça dépasse l'état des souverains. Ce n'est pas extraterritorialité, ce n'est non plus des zones libres. Donc, tout simplement, deux choses. Anecdote. Une épisode japonais, vous mentionnez avec la Grande Chine. Ouais. Mais à travers le canal, la semaine prochaine, Impera va visiter Hollande. C'est le 450e anniversaire. C'est là, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas l'État, c'est entre des compagnies de l'Inde orientale de temps et des Tokugawa, juste en chose, ce n'est pas des États, chefs de l'État qui est rencontré, et des compagnies proposent de fournir des milliards de fusils pour les guerriers samouraïs. Ce n'est plus simple. Et contrepartie, à l'époque, Japon, peu de gens qui parlent, Japon était une des plus grands producteurs d'argent dans le monde. Et aussi de l'or. Et donc, les Hollandais ont besoin d'argent. Donc, il y a des trades. C'est-à-dire que c'est déjà un exemple en provision de chaînes. C'est grâce au canal de l'Inde, il y a des exports et imports. Deuxième, il faut regarder toute l'économie des géographies à travers cet effet des interruptions d'approvisionnement de tous les matériaux, des êtres humains, des précieux métaux, tout, oil, lait, de gaz. Donc, c'est impossible d'avoir statistique d'effet de cette interruption d'approvisionnement à cause de hommes, etc. Mais je trouve que, comment dirais-je, et puis, deuxième chose, c'est à propos de Napoléon. Il y a des canaux de Suez et puis des Napoléons. Des renommés de Napoléon est déjà allé au Japon. Et avant les ouvertures. Il est allé au Japon? Napoléon, non. Non, évidemment non. Mais des Japonais adoraient et tout est. Ah, il est né au Japon? Et aussi des gouvernements de Belgique a emporté tous les systèmes d'éducation militaire de la France. Pendant 20 ans, personne ne parle. L'enseignement a été fait, Université de Tokyo, en français. Avant, américaine. Donc, c'est un épisode de grandeur de cet effet des canals et puis aussi d'influence de Napoléon, ce que j'aimerais dire. Et puis, pour les autres, politiquement, actuellement, c'est triste d'avoir beaucoup de guerres, etc. Mais si j'ose dire, hein, moi je ne suis pas ambassadeur, mais il y a des choses, il y a beaucoup de choses, petites pièces détachées. Vous savez, import et export, il n'y a aucun sens maintenant. Oui? Produit semi-fini, produit fini, made in chinois, produit la Chine, c'est pas vrai. Il y a beaucoup de pièces détachées qui utilisent d'autres pays. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette limite de cette discussion de tout l'État, des quêtes de territoire, parce que l'énergie est limitée. Alors, quel sera donc l'avenir de Suez? Qu'est-ce que vous pensez de l'avenir? Pardon, c'est trop. Non, ça va. Monsieur, voilà, pour l'avenir, si vous voulez bien, que
cette année 2026 est une année charnière dans la géopolitique du monde. Beaucoup de choses vont changer, c'est clair. Notamment au niveau des puissances, quelles qu'elles soient, et on voit très bien que et les Russes qui sont enlisés en Ukraine, et les Américains enlisés en Iran, et que les pays asiatiques, notamment la Chine, sont en train de regarder ce théâtre, et que, en ce qui concerne le Japon, évidemment, le Japon est affecté énormément de la fermeture d'Ormuz, on est d'accord là-dessus, et que le Japon ne peut pas rester longtemps dépendant de cette géographie, et qu'il a mis dans cet endroit du monde où elle est complètement tributaire des mers et des routes maritimes, et qu'il faudra à nos amis japonais un peu d'imagination pour chercher d'autres voies, comme les Chinois l'ont fait avec les chemins de fer. Donc une route de la soie à la japonaise. Vous voyez, comme malheureusement elle est partie, l'ambassadeur André Parent. Le président Chirac, parce qu'il lui travaillait au cabinet du président Chirac, le président Chirac avait offert au Japon la copie de la Statue de la Liberté. Vous vous souvenez de ça? Ça veut dire, c'était aussi la dernière fois que la Statue de la Liberté que nous avons ici, sur le pont de Père-Hakem, oui. Et elle a offert ça pour une exposition à la Chine. Et que chaque fois je vois que l'Asie s'intéresse à la statue, et que l'idée combien visionnaire du sculpteur Bartholdi, qui voulait l'appeler l'Égypte éclaire l'Asie. C'est un long sujet aussi. En tout cas, merci pour votre intervention, monsieur. Est-ce qu'il y a encore une question? Alors, je voudrais en poser une, je serais peut-être d'une naïveté épouvantable, mais quel est le statut de la navigation sur le canal de Suez? Est-ce que il ressortit à la liberté de circulation comme dans les détroits, ou il y a un statut particulier? L'Égypte n'a aucun pouvoir sur la circulation du canal de Suez, carrément. L'Égypte est liée à ce qu'on appelle le traité de Constantinople, 1898, je crois. Il faut vérifier la date. 1898, qui, justement après l'achat des actions du canal, des actions égyptiennes du canal, donc tous les pays qui donc utilisaient le canal ont fait cette réunion à Constantinople pour organiser le transit à travers le canal. Et l'Égypte n'a aucun droit, ne peut pas poser de veto sur les bateaux qui passaient, y compris les navires de guerre. C'était comme ça que les porte-avions américains passaient par le canal, parce que l'Égypte ne pouvait pas. Les bateaux israéliens, pareil. Si des Iraniens voulaient passer des bateaux, pareil. L'Égypte ne peut pas opposer de veto sur le passage de tel ou tel navire. Et vous vous souvenez de cet accident qui a eu lieu il y a quelques années, le bateau là s'appelait Green quelque chose, et qui donc était malheureusement tourné en plein canal, et qui a plusieurs pays, notamment la France, ont proposé leur aide et tout ça, et l'Égypte avait accepté évidemment. Donc le canal est une voie libre, et que l'Égypte est liée, d'ailleurs le président égyptien le répète souvent, que nous sommes liés à ce traité de Constantinople. Je vous remercie. Bien, puisqu'il n'y a plus de questions dans la salle, Monsieur le Perpétuel, vous avez des annonces à faire? Je voudrais simplement signaler une chose, c'est que nous avons publié en 2023
un ouvrage qui s'appelle Napoléon III et l'Asie, où évidemment le canal de Suez tient une place très, très importante grâce à la collaboration d'un certain nombre de jeunes chercheurs que vous connaissez bien. Ah, d'accord, merci. Je peux rajouter une petite chose à ce que vous venez de dire? Très volontiers. D'abord, merci de me demander à votre cabinet de m'envoyer, s'il vous plaît, les actes. Vous aurez le livre immédiatement. Ah, d'accord, merci. Mais surtout, pour vous dire à quel point l'Académie travaille beaucoup sur les grands génies français qui ont travaillé outre-mer. Donc, c'est un grand Français oublié aujourd'hui, qui s'appelait... il y a trop de monde. J'ai demandé à votre cabinet de m'envoyer les travaux de celui qui a écrit Hanotaux, Gabriel Hanotaux. Gabriel Hanotaux, qui était plusieurs fois ministre des Affaires étrangères et qui était d'abord le premier délégué de la France à l'ONU, qui était plusieurs fois académicien, et surtout il a écrit, Gabriel, il était un grand ami au roi Fouad, et il a écrit, Gabriel, la première histoire nationale égyptienne en 1930, en 6 volumes. Ah, c'est pas lui qui a écrit, il a supervisé les travaux, il a écrit, lui, l'introduction, qui est une introduction en 30 ou 40 pages, hein, et il a mis dans le projet plusieurs grands spécialistes de l'Égypte, l'histoire de la nation égyptienne. Cette histoire de la nation égyptienne c'est l'équivalent de la description de l'Égypte moderne. C'est-à-dire, si la description de l'Égypte descendante de Bonaparte faisait l'Égypte de l'Antiquité jusqu'au XVIIIe siècle, lui, Gabriel Hanotaux, a fait donc l'histoire de l'Égypte, de la nation égyptienne. Donc, vous avez organisé ce colloque ici. Je vous remercie beaucoup. On m'a envoyé effectivement hier les actes et je compte bien lire tout ça dans un avion prochainement. Donc, merci à vous, monsieur le secrétaire. Je voudrais vous signaler, tout en vous remerciant, que Gabriel Hanotaux a été notre président fondateur. Ah, merveilleux. Et il était membre de l'Institut d'Égypte. Donc c'est un collègue à moi aussi. Donc merci beaucoup, monsieur le président, monsieur le secrétaire perpétuel, merci énormément. Merci à vous, merci à Yves nous avoir promis. Merci. Merci.